Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne et like cette vidéo. Madeleine Rousseau avait 55 ans et une vie tranquille, construite sur 23 ans d'amour avec Étienne Duval, un entrepreneur respecté dans toute la région de Bordeaux. Ensemble, ils avaient bâti non seulement une entreprise, mais surtout une complicité rare. Ils partageaient les mêmes rêves, les mêmes valeurs, la même simplicité malgré le succès. Ils n'avaient pas d'enfants, mais cela ne les empêchait pas de vivre une vie pleine. Leur journée était rythmée par le travail, les dîners en tête-à-tête et les voyages qu'ils s'offraient 2 fois par an. Rien ne laissait présager que tout basculerait aussi brutalement. C'était une nuit pluvieuse de mars. Étienne rentrait seul d'un déplacement professionnel lorsqu'un camion a perdu le contrôle sur l'autoroute. La collision fut violente, instantanée. Madeleine fut réveillée par un appel de la gendarmerie. Elle s'est effondrée au sol, incapable de croire que l'homme de sa vie ne reviendrait plus. En quelques secondes, elle est passée de femme aimée à veuve dévastée. Le silence dans la maison est devenu assourdissant, et le vide qu'il a laissé a commencé à ronger son cœur. Durant 1 an, Madeleine n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle errait entre les souvenirs, les photos sur les murs, les vêtements dans l'armoire qu'elle n'avait pas eu la force de toucher. Elle refusait les visites, évitait les appels, s'éloignait même de sa sœur Geneviève, pourtant très proche. Rien n'avait de goût. Elle mangeait à peine, dormait mal. Son regard était vide, son âme suspendue entre la colère et l'incompréhension. Le monde continuait de tourner, mais pas pour elle. Un soir, lors d'un dîner organisé par des anciens amis d'Étienne, elle croise Alexandre Morel, un avocat charmant, séduisant, qui connaissait bien son mari. La conversation fut légère, l'échange bref, mais suivi d'un moment d'égarement. Ce n'était ni amour, ni consolation. Juste un corps qui cherchait un souffle. Madeleine n'aurait jamais imaginé qu'à 56 ans, elle tomberait enceinte. Et pourtant, quelques semaines plus tard, le test était formel, la vie revenait frapper à sa porte, au moment où elle pensait ne plus jamais ressentir autre chose que le deuil. Lorsque Madeleine annonça sa grossesse à Alexandre, il n'y eut ni surprise ni émotion. Il resta froid, distant, presque agacé. Pour lui, ce qui s'était passé n'était qu'une erreur, une parenthèse honteuse. Il refusa catégoriquement de reconnaître l'enfant, ajoutant qu'il ne voulait plus jamais entendre parler d'elle. Elle sentit son cœur se briser une seconde fois, mais aucune larme ne coula. Elle comprit que désormais, elle serait seule face à cette nouvelle responsabilité. Ne comptant que sur elle-même, elle affronta les mois suivants avec courage. Les regards curieux, les murmures, les jugements, tout glissait sur elle. À la maternité, elle donna naissance à un petit garçon qu'elle prénomma Hugo. Il était calme, fragile, et elle le serra contre elle comme s'il était tout ce qui lui restait au monde. Elle jura, en silence, de ne jamais le priver d'amour. Même s'il ne connaîtrait pas son père, il aurait une mère forte et présente, prête à tout pour lui. Madeleine éleva Hugo seule, entre les shifts au supermarché et les nuits courtes. Elle ne comptait pas les heures, elle comptait les repas, les fournitures scolaires, les chaussures qu'il fallait changer tous les ans. Le quotidien était simple, parfois rude, mais jamais amer. Elle transformait leur petit appartement en un cocon où il faisait bon vivre. Les livres, les dessins, les souvenirs d'Étienne parsemaient chaque pièce comme des traces du passé. Quand Hugo devint adulte, il tomba amoureux de Chloé, une jeune femme élégante, distante, que Madeleine n'arrivait pas à cerner. Ils se marièrent rapidement, et peu après, Léo naquit. Ce petit-fils devint la lumière de ses journées. Madeleine, bien qu'âgée, reprit son rôle de pilier familial. Elle cuisinait, faisait les courses, aidait aux devoirs. Elle n'avait plus grand-chose pour elle, mais tant que les siens allaient bien, cela lui suffisait. Madeleine vivait désormais sous le même toit que son fils Hugo, sa belle-fille Chloé et leur petit Léo. La maison était modeste, avec des murs fatigués et des meubles simples, mais elle en faisait un lieu chaleureux. Chaque matin, elle se levait avant tout le monde, préparait le petit déjeuner, lançait une machine à laver, puis partait travailler. Son poste de caissière dans un supermarché du quartier lui permettait de payer la majorité des charges. Loyer,
nourriture, vêtements du petit, tout passait entre ses mains fatiguées. Personne ne le disait clairement, mais sans elle, la maison ne tiendrait pas une semaine. Hugo travaillait à mi-temps dans une société de maintenance, un emploi instable avec un salaire insuffisant. Chloé, de son côté, cherchait un emploi, mais sans grande motivation. Elle passait ses journées à scroller sur son téléphone, critiquant tout, surtout Madeleine. L'ambiance à la maison était tendue, pesante, mais Madeleine gardait le silence. Elle supportait les remarques, les regards froids, les soupirs agacés, uniquement pour rester près de son petit-fils. Léo était son rayon de soleil, la seule source de joie dans ce quotidien ingrat. Avec le temps, la fatigue commença à se faire sentir. Madeleine ne comptait plus ses heures, ni au travail ni à la maison. Elle rentrait souvent avec des douleurs dans le dos, les jambes lourdes, mais continuait à s'occuper des repas et du ménage. Hugo lui disait qu'elle en faisait trop, mais sans jamais proposer de l'aide. Chloé, elle, estimait que ce n'était que son devoir. Madeleine se sentait invisible, utilisée, comme un meuble utile mais sans valeur. Pourtant, elle ne se plaignait jamais. Elle gardait la tête haute, par fierté, mais surtout par amour. Son petit-fils lui offrait des dessins, des câlins, des mots doux qui lui donnaient la force de continuer. Elle vivait pour ces instants-là. Elle espérait qu'un jour, Hugo reconnaîtrait ses sacrifices. Mais au fond d'elle, elle savait que la gratitude n'habitait plus cette maison. Elle était devenue une pièce rapportée, une présence utile tant qu'elle pouvait payer. Rien de plus. Un matin comme les autres, Madeleine reçut un appel de son responsable. Il lui annonça, d'une voix mécanique, que son contrat ne serait pas renouvelé. Le magasin fermait une caisse, et elle, trop âgée selon eux, était devenue non prioritaire. Elle raccrocha sans dire un mot, le regard figé. Durant 3 jours, elle fit semblant de partir travailler, pour ne pas éveiller de soupçons. Elle s'asseyait dans un parc, seule, réfléchissant à comment annoncer cette nouvelle à son fils. Elle savait que sans son salaire, l'équilibre déjà fragile de la maison allait s'effondrer. Le 4e jour, Chloé trouva une fiche de licenciement dans la poche de sa veste, en fouillant sans gêne. Elle entra dans la cuisine, la feuille à la main, furieuse. « Alors c'est ça, tu joues la comédie pendant qu'on crève ici », cria-t-elle. Hugo, silencieux, fixait sa mère sans un mot. Madeleine voulut s'expliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle voyait dans leurs yeux non pas de l'inquiétude, mais du mépris. Elle comprit alors que ce qu'elle représentait pour eux, c'était uniquement l'argent. Le soir même, Hugo lui demanda de s'asseoir. Il évitait son regard, tandis que Chloé prenait la parole à sa place. « On ne peut pas te garder ici, Madeleine. On n'a pas les moyens. » Il n'y eut ni émotion, ni tristesse, seulement une froideur glaçante. Madeleine sentit ses mains trembler, mais elle ne pleura pas. Elle monta dans sa chambre, fit sa valise en silence, rangea les dessins de Léo dans une pochette usée, et descendit une dernière fois l'escalier qu'elle avait nettoyé tant de fois. Personne ne l'accompagna jusqu'à la porte. Chloé resta les bras croisés. Hugo, lui, regardait par la fenêtre, incapable d'assumer ses choix. Léo dormait paisiblement à l'étage, inconscient que sa grand-mère était en train de disparaître de sa vie. Madeleine franchit le seuil avec dignité. Elle ne se retourna pas. Son cœur saignait, mais son dos resta droit. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus rien, et pourtant, elle savait au fond d'elle que ce n'était pas la fin. Madeleine n'avait nulle part où aller. Elle prit le dernier bus de la soirée, sans savoir vraiment où descendre. Après 1 heure de trajet silencieux, elle sonna chez Geneviève, sa sœur aînée, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Geneviève ouvrit la porte sans poser de questions, la tira dans ses bras et lui dit simplement « Tu restes autant que tu veux ». C'est dans ce petit appartement au fond d'une ruelle tranquille que Madeleine retrouva un peu de chaleur humaine. Elle dormait sur un canapé-lit, entourée de silence, mais au moins elle se sentait en sécurité. Pas un mot sur ce qu'elle avait vécu, juste une tasse de thé chaque soir et une couverture pliée avec soin. Les premiers jours, elle ne sortait presque pas. Elle restait à la fenêtre, regardant les passants avec un regard vide,
comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait perdu pour toujours. Geneviève respectait ce silence, comprenant que certaines blessures ne guérissent pas à coups de mots. Petit à petit, Madeleine reprit un peu de souffle. Elle recommença à marcher dans le quartier, à acheter du pain, à lever les yeux vers le ciel. La douleur était là, mais un calme étrange s'installait. Elle n'était plus une charge, ni un poids à supporter. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait rien à prouver à personne. 10 jours après son arrivée, une lettre arriva, cachet officiel, papier épais. Elle la posa sur la table sans l'ouvrir tout de suite, comme si elle avait peur que les mots blessent plus que les silences. Ce n'est qu'en fin de soirée, après le dîner, qu'elle l'ouvrit, les mains tremblantes. Le nom du notaire en bas de page lui rappela des souvenirs qu'elle pensait enfouis. Étienne, son mari décédé, avait laissé une seconde clause dans son testament. Une somme importante, oubliée depuis des années, l'attendait. Un compte bloqué, jamais réclamé, que seul un acte de succession pouvait débloquer. Elle relut plusieurs fois la lettre, n'osant y croire. Le montant inscrit était irréel, 6 millions d'euros. Une somme capable de transformer une vie brisée en espoir solide. Elle resta assise longtemps, les yeux dans le vide, murmurant le nom d'Étienne comme pour le remercier à travers le temps. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était comme si, même après la mort, il avait voulu veiller sur elle. Pour la première fois depuis longtemps, Madeleine sentit que quelque chose changeait en elle. Une force nouvelle naissait dans le silence de cette nuit. Le lendemain matin, Madeleine prit rendez-vous chez le notaire. Elle entra dans l'étude vêtue simplement, sans maquillage, avec la pudeur de celle qui n'attend plus rien. L'homme confirma tout. Le compte avait été ouvert par Étienne 15 ans plus tôt, destiné à un futur que seul Dieu connaîtrait. La somme totale atteignait plus de 6 millions d'euros. Madeleine signa les documents avec une main ferme, mais un cœur bouleversé. En quittant le bureau, elle ne souriait pas. Elle marchait lentement, comme si elle avait besoin de réapprendre à respirer. Pendant plusieurs jours, elle garda le secret pour elle. Elle n'acheta rien, ne changea rien à son apparence, ne parla même pas à Geneviève de la somme reçue. Elle voulait réfléchir. Pas à comment dépenser, mais à comment se reconstruire. L'argent ne remplaçait pas les blessures, mais il pouvait l'aider à tourner une page. Elle fit une promenade seule le long de la Seine, au lever du jour. Ce matin-là, elle comprit qu'elle n'était pas morte intérieurement. Il y avait encore une part d'elle qui voulait vivre autrement. Quelques semaines plus tard, elle fit ses valises. Elle embrassa Geneviève, la remercia sans expliquer où elle allait. Elle acheta une maison à 30 km de Paris, un petit bijou caché entre les arbres, avec un jardin fleuri et une grande verrière. Elle engagea des artisans pour la rénover, mais y ajouta sa touche personnelle, chaque pièce racontait une part d'elle. Pas de luxe ostentatoire, juste de la lumière, du bois, et des souvenirs soigneusement choisis. Elle n'achetait pas une revanche. Elle bâtissait un refuge. Elle créa ensuite une petite entreprise artisanale destinée à des femmes de plus de 40 ans en reconversion. Couture, cuisine, jardinage, décoration, tout ce qui pouvait leur redonner confiance. Elle les écoutait, les guidait, les inspirait. Son histoire n'était plus un poids, mais une force qu'elle transformait en levier pour les autres. Madeleine ne cherchait plus à plaire. Elle voulait simplement être utile à celles qui, comme elle, avaient connu le rejet. Chaque jour, elle plantait une nouvelle graine de dignité. En quelques mois, le bouche à oreille fit son œuvre. Les femmes que Madeleine aidait parlaient d'elle avec admiration, et certains médias locaux commencèrent à s'y intéresser. Une journaliste écrivit un article intitulé « La force tranquille d'une femme oubliée ». Son visage apparut dans un reportage, entouré de femmes souriantes, dans un atelier coloré et vivant. Mais malgré l'attention, elle refusait de se mettre en avant. Elle restait simple, présente, concentrée sur l'essentiel, transmettre. Le succès ne lui montait pas à la tête, il s'installait dans son silence digne. Elle recevait de plus en plus de messages, de lettres, de témoignages de femmes bouleversées par son parcours. Certaines venaient de loin juste pour la rencontrer.
D'autres lui confiaient leurs histoires les plus intimes, en quête d'écoute, pas de pitié. Madeleine devenait sans le vouloir une figure d'inspiration. Mais elle gardait les pieds sur terre. Chaque soir, elle rentrait chez elle seule, préparait une tisane, s'asseyait devant la fenêtre et regardait la lune. La gloire ne l'intéressait pas. Elle voulait juste rester en paix avec elle-même. Un soir, Hugo tomba par hasard sur un extrait d'émission en ligne. Il cliqua sans trop savoir pourquoi, et se figea. C'était elle. Sa mère, élégante, souriante, en train de parler de son projet et de la manière dont elle avait survécu à l'abandon. Il lut les commentaires, une femme admirable, un exemple pour toutes, quelle dignité. Le cœur serré, il tapota son téléphone, espérant un numéro, une adresse, quelque chose. Mais ce qu'il ressentait n'était pas de la joie. C'était de la honte. Il se souvenait de la façon dont il l'avait mise à la porte. Des mots, des silences, des regards qu'il n'avait jamais oubliés. Il comprenait soudain ce qu'il avait perdu, bien plus qu'une aide financière, il avait renié un amour inconditionnel. Il montra la vidéo à Chloé, qui resta muette. Pour la première fois depuis longtemps, le silence entre eux ne venait pas de l'ennui, mais du regret. Hugo savait qu'il devait faire quelque chose. Mais il ignorait encore si ce n'était pas trop tard. Les jours suivants, Hugo tenta de la contacter. Il appela d'anciens voisins, chercha sur Internet, écrivit même à l'association mentionnée dans le reportage. Il finit par obtenir une adresse postale. Un matin, il s'y rendit, le cœur lourd, espérant qu'elle accepte de lui parler. Il resta devant la maison sans oser sonner. De loin, il aperçut sa mère dans le jardin, en train de planter des fleurs. Elle semblait paisible, différente, presque intouchable. Il revint plusieurs fois, toujours sans se montrer. Jusqu'au jour où il se décida. Il frappa doucement à la porte. C'est elle qui ouvrit. Son regard fut calme, sans colère, mais sans chaleur non plus. Hugo tenta de parler, balbutia des excuses, des regrets. Madeleine l'écouta en silence. Puis elle ferma doucement la porte, sans un mot. Ce n'était ni vengeance ni cruauté. C'était une réponse silencieuse à des années d'indifférence. Ce soir-là, Madeleine ne dormit pas. Elle pensa à Léo, à ce petit garçon qu'elle aimait plus que tout et qui, lui, n'avait rien à voir avec la lâcheté des adultes. Le lendemain, elle téléphona à l'école où il était inscrit. Elle demanda un rendez-vous avec la directrice. Après quelques démarches, elle prit contact avec un avocat pour faire une proposition à Hugo et Chloé, accueillir Léo chez elle, de manière permanente. Offrir à son petit-fils ce qu'il méritait vraiment. À sa grande surprise, ils acceptèrent presque sans discuter. Ils savaient qu'ils n'avaient ni les moyens ni l'énergie de lui offrir une vie décente. Léo arriva avec un petit sac à dos et un dessin froissé dans la main. Madeleine l'attendait sur le perron, les bras ouverts. Il courut vers elle sans hésiter. Ce jour-là, elle comprit que l'amour qu'on donne avec sincérité finit toujours par revenir. Même si ce n'est pas de ce qu'on attendait. L'installation de Léo chez Madeleine fut douce et naturelle. Il retrouva rapidement le sourire, comme si son cœur reconnaissait instinctivement qu'il était enfin à sa place. Sa chambre, décorée avec soin, était remplie de livres, de jouets, de lumière. Il mangeait à heure fixe, découvrait la musique, dessinait pendant des heures. Madeleine lui parlait avec tendresse, l'écoutait sans jamais le juger. Elle ne le gâtait pas pour compenser, elle lui offrait simplement la stabilité qu'un enfant mérite. Elle l'inscrivit dans une école privée, où il s'épanouit dès les premières semaines. Ses professeurs remarquèrent vite son intelligence, mais surtout sa douceur. Il racontait fièrement que sa grand-mère était une femme très importante, mais surtout la plus gentille du monde. Le soir, ils cuisinaient ensemble ou regardaient les étoiles allongées sur un vieux plaid. Il n'était plus un petit garçon oublié dans une maison froide. Il était devenu le centre d'un monde construit pour lui, avec amour et patience. Pendant ce temps, Hugo et Chloé vivaient difficilement dans un 2 pièces étroit, loin du quartier qu'ils avaient connu.
Leur journée était rythmée par les factures impayées, les petits boulots précaires et les disputes silencieuses. Ils voyaient parfois Léo à la sortie de l'école, souriant, bien habillé, rayonnant d'une sérénité qu'ils ne comprenaient plus. Il leur faisait des signes de la main, mais ses yeux cherchaient toujours Madeleine, pas eux. Et cela leur serrait le cœur. Ils suivaient à distance les publications de l'entreprise de Madeleine, ses projets, ses succès. Parfois, ils tombaient sur un article, une photo, un témoignage. Chloé ne disait rien, mais son regard se perdait longtemps dans le vide. Hugo, lui, sentait le poids du regret grandir chaque jour. Il n'osait plus frapper à sa porte. Il savait que le pardon ne suffisait pas toujours à effacer les actes. Ils observaient, impuissants, la vie avancer sans eux, comme un train qu'ils avaient refusé de prendre. Madeleine ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit. Elle avançait chaque jour, concentrée sur ses projets, sur Léo, sur les femmes qu'elle soutenait dans leur reconstruction. Elle recevait des lettres de gratitude, des témoignages bouleversants. Elle ne parlait jamais du rejet qu'elle avait vécu, mais chacun sentait dans ses gestes une sagesse née de la douleur. Elle incarnait la force tranquille, celle qui ne crie pas, mais qui bâtit avec constance. Elle ne vivait pas dans le passé. Elle transformait ses blessures en avenir. Elle organisait désormais des ateliers dans plusieurs villes, rencontrait des femmes de tous âges, partageait son expérience sans jamais se poser en victime. Elle riait à nouveau, sincèrement, comme une femme libre. Son regard ne portait plus de honte ni de rancune. Ce qu'elle avait traversé l'avait changé, mais sans l'aigrir. Elle était devenue un repère pour beaucoup. Une preuve vivante que l'amour-propre, lorsqu'il renaît, peut déplacer les plus grandes douleurs. Un dimanche après-midi, Hugo et Chloé se présentèrent devant sa porte. Ils étaient fatigués, vieillis, abîmés par les mois passés loin d'elle. Madeleine les fit entrer, les écouta sans interrompre leurs excuses. Il n'y eut ni cri ni reproche. Juste un silence rempli de tout ce qui avait été tu. Elle leur dit calmement qu'elle leur pardonnait. Non pas pour oublier, mais pour ne plus se laisser enchaîner par la colère. Elle leur souhaita de reconstruire leur vie, de se relever, comme elle l'avait fait. Mais elle ajouta aussi qu'elle ne pouvait plus les accueillir dans la sienne. Chacun devait tracer désormais son propre chemin. Léo, lui, resterait avec elle, car il avait trouvé chez elle un foyer stable et aimant. Madeleine les raccompagna jusqu'au portail, le regard doux mais ferme. Ce jour-là, elle referma une boucle. Non dans la douleur, mais dans la paix. Tu as aimé cette histoire? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo où on publie toujours de nouvelles histoires. À très vite.